Billet doux dans l'air du temps. Certains penseront à l'argent, tandis que d'autres penseront alors à de tendres paroles venues se déposer précieusement pour venir toucher le cœur, donnant l'impression délicate d'être embrassé d'un délicieux parfum de rose. La rose porte le sacré jusque dans sa profondeur. C'est dans l'observation de la nature que nous pouvons comprendre en quoi la rose a été reconnue comme telle et qu'elle s'est ainsi présentée en nature et dans l'art comme symbole de plusieurs expressions voulant traduire cette dimension sacrée. La rose est considérée parfaite car chaque fleur est dotée de parties mâles et femelles complètes qui lui permettent de s'épanouir, de s'accomplir, d'assurer la continuité de son espèce, tant en pollen mâle qu'en graines femelles. Lorsque la rose s'épanouit, elle ouvre son cœur. Ce cœur qui se met pleinement à l'écoute, en réception par ses pétales déployés. Les pétales d'une fleur sont considérés comme ce qui lui permet d'interagir avec son environnement, notamment par la vibration du son. Par résonance, c'est aussi ce qu'elle nous offre. C'est sûrement en partie pour cela, par cette union intégrée des polarités, qu'elle est couramment offerte à la Saint-Valentin. Car par résonance avec l'autre, n'est-ce pas ce que la plupart d'entre nous cherchons aussi ? Certes, pas toujours de manière consciente. Oui, car bien souvent, nous avons oublié le son, la leçon. D'ailleurs, c'est drôle, cela vient résonner avec la date du 14 février, date à laquelle on fête les amoureux depuis le XIVe siècle en Grande-Bretagne, car on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour-là pour s'appareiller. Bref, je m'égare, ou peut-être non. Il semble vrai que nous pouvons avoir tendance à nous égarer un temps, voire longtemps, dans le miroir de ce que l'autre nous renvoie, à moins que nous n'ayons appris à en faire la traversée, ou peut-être même pourrait-on entendre, pour qui a gardé le son, la traversée de l'enfer. Non, tout de même, il est question d'amour. Il s'agit plutôt ici de traverser l'âge de fer, vers l'âge d'or. Alors, en attendant d'être dehors, tous deux sortis du fer, pour échapper à la réalité, enfin à l'illusion, nous l'imaginons. Pas l'illusion, la réalité. Nous créons des histoires parfois très poétiques, comme les œuvres françaises médiévales intitulées « Roman de la rose ». 2 ouvrages portant le même titre, écrits au XIIIe siècle et en apparence sans rapport. Tiens donc. L'un, écrit par Jean Renard, de son sort-nom de plume, un oxymore, dit-on, issu de la contradiction entre Benet pour Jean et Rusé pour Renard. Ce roman de la rose semble être le 3e volet d'une trilogie sur fond d'amour courtois et de contexte historique. Dans ces 3 ouvrages sont repris les thèmes des amoureux, d'union, d'anneaux, d'oiseaux, de tromperie, de trahison, de virginité et de rose. La particularité de ce poème, de 5656 vers, écrit en langue d'oïl, est qu'il intègre à son récit 46 chansons de trouvères venant de la langue d'oïl et de troubadours venant de la langue d'oc. Ceci a sûrement offert à ce texte de voyager plus que de coutume. L'autre roman de la rose est composé de 21 780 vers, octosyllabiques, sous la forme d'un rêve allégorique, écrit à 2 mains, en 2 temps. Un peu plus tard, semble-t-il, au cours du même siècle, le XIIIe. Une première partie de Guillaume de Loris
qui compte 4058 vers, complétée quelques dizaines d'années plus tard d'une seconde partie, comptant 17 722 vers écrits par Jean de Meung. Poétique, tant sur le fond que sur la forme en première partie, Guillaume de Lorris y expose les lois de l'amour courtois, c'est-à-dire de la façon de se tenir en présence d'une femme. Il mène sa quête de la rose dans tout un système allégorique où la fleur devient métaphore de la femme aimée. C'est alors que, prenant place dans un cadre printanier, il conte la cour que fait un homme à son aimée et ses tentatives de pénétrer dans un jardin clos où vit la belle. Amour siège dans un jardin clos duquel vices et défauts, représentés par des personnages allégoriques, sont rejetés à l'extérieur. Rose, qui tenta de prix et tentait digne d'être aimée, qu'elle doit rose être nommée. La rose, ainsi nommée, qui éclipse toutes les merveilles de la terre, apparaît tardivement avec largesse. Par la rime songe-mensonge, il expose comme il a cru à la véracité du songe. Mais sa quête a échoué, car la dame aimée, finalement, ne répond pas à l'appel de mai. Mais épines y avait tant, et le bouton cueillir ne put, dit-il. Cette allusion ne peut être saisie que par l'autre roman de la rose, où la belle, restée chaste, se révèle au 1er mai. Dans cette version, celle de Guillaume de Lorris, la belle a déjà offert son bouton de rose, sans pour autant ouvrir son cœur. Bel Accueil est alors enfermée par jalousie dans une tour, surveillée par une vieille, dont danger, honte et malbouche gardent les portes. L'amant, qui n'a cueilli le bouton de rose que dans le songe, du fait du mensonge, était conduit. C'est intéressant d'observer comme ces deux romans de la rose, a priori sans rapport, semblent pourtant se répondre et ouvrent des résonances sur différents niveaux de lecture. La seconde partie, dont on pourrait penser qu'elle n'a de poétique que la forme, puisque Jean de Meung vient ajouter un art d'amour empreint de leçons cyniques et d'accents de misogynie, dans lequel chacun en prend pour son grade, paraît en exposer un parti pris. Même si, pourtant, sur le fond, son message semble porté par l'intention de rappeler que le véritable amour doit être désintéressé et naître d'un cœur pur. Ah, que de faux semblants! Il peut effectivement être difficile de s'y retrouver dans tout ça. Et ça ne date pas d'hier, ni d'avant-hier. Avant-hier, c'était la pleine lune, et si l'on en croit la dame à la licorne, ça ne se passe pas là, en pleine lumière, mais plutôt, si on s'en réfère au blason qui orne les tapisseries de la dame, à la lueur de nos lunes noires. La dame à la licorne est une tenture composée de plusieurs tapisseries flamandes du début du XVIe siècle. Il semble que cette série de tapisseries mille fleurs, dans l'air de ce temps, nous propose une représentation allégorique des 5 sens. Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue, amenant vers un 6e. 6e sens, licorne, lune, ça vous fait penser à quelque chose ? Oui, moi aussi, j'ai bien une idée. Dans une interprétation récente, il est question de vertus plutôt que de sens. Et ces vertus observées sur chacune des tapisseries sont proposées telles qu'elles apparaissent au cours du voyage initiatique dans Roman de la Rose. Cela est intéressant, si ce n'est que le nombre de tapisseries, présenté pour 6, aurait été en fait de 8. C'est en tout cas ce qui apparaît dans des écrits de George Sand. Or, si l'on tient compte du fait que c'est elle, George Sand, qui en informant son amoureux de l'époque, a permis que ces tapisseries soient classées au titre de monuments historiques, et que l'on considère le caractère indomptable de celle qui avait fait sien un prénom masculin comme pour revendiquer sa liberté d'expression, cette information mérite sûrement que l'on y porte intérêt. En ouvrant son cœur,
La rose s'ouvre à recevoir la lumière des étoiles, la lumière du soleil, la lumière de l'autre, le son de l'autre, au petit matin, lorsqu'elle s'est gorgée d'une eau teintée d'informations précieuses, la rosée. C'est ainsi que la rencontre a lieu dans le calice, la rencontre de l'eau et du feu dans son vase secret, l'alchimie essence-ciel dans ce lieu sacré. De là, elle est en amour. Être en amour qui amène à plus grand que l'amoureux, l'amoureuse, l'amour rose. Lorsque l'on est en amour, ne dit-on pas voir la vie en rose ? Amour, rose, amour, ose. Le féminin aurait donc la capacité de nous révéler des choses cachées. N'est-ce pas d'ailleurs l'enseignement de la lune noire, ou plutôt devrais-je dire des lunes noires, telle une façon de venir à la rencontre de Vénus ? Au fil du temps, la rose perd ses pétales. Prendre soin de son cœur lui permet d'affiner son écoute et sa qualité de réception. Lorsqu'elle perdra ses pétales, que nous la considérons fanée, dénuée d'intérêt, elle est en fait prête à dévoiler sa profondeur. Le Fa, qui compose fanée, est la note en résonance au cœur. C'est par l'écoute de plus en plus fine qu'elle s'est préparée à naître à une autre dimension, celle de sa profondeur. C'est par la porte du cœur qu'elle nous révèle ses sépales depuis une nouvelle perception. Depuis son intérieur, elle déploie son calice. Les sépales sont des feuilles vertes dont la réunion compose le calice et supporte la corolle de la fleur. Leur fonction primaire consiste en la protection du bouton floral afin d'assurer l'intégrité des organes reproducteurs. C'est ainsi qu'en laissant aller sa corolle, c'est-à-dire l'ensemble de ses pétales, la rose accède à son étoile. Une étoile à 5 branches. L'étoile qui nous rappelle tantôt l'étoile du matin, tantôt l'étoile du soir, Vénus. Cette étoile qui guide dans les passages du jour à la nuit, de la nuit au jour. Nous avons chacun en nous cette étoile qui nous invite à habiter notre terre intérieure. Cependant, encore faut-il s'engager sur ce chemin intérieur de retour à soi pour venir à sa rencontre. Puis, le temps faisant son œuvre, elle ouvre à la façon de s'élever à son octave supérieure, ici nommée Neptune, et s'unir aux eaux primordiales. Unir le ciel et l'eau en l'incarnant sur terre, dans la matière. Ne serait-ce pas l'illustration proposée par Botticelli dans son tableau épique, La naissance de Vénus ? Une jeune femme surgit des eaux, telle une perle dans un coquillage géant sous une pluie de roses. Une représentation divine de l'amour qui évoque l'élévation de l'âme au service d'une transformation spirituelle. De beauté céleste en beauté humaine, où l'amour s'incarne dans l'âme à tiers, s'intègre dans la dualité jusque dans les profondeurs pour renaître à plus grand dans un processus d'élévation. Ceci pourrait aussi trouver illustration dans L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, dans une version pouvant apparaître plus masculine, qui intègre à la fois la dualité tout autant que sa voie de dépassement, le tiers inclus, par le féminin subtilement représenté. Là où 2 hommes, l'un dans un carré et l'autre dans un cercle, évoquant respectivement la terre et le ciel, semblent marquer une direction et inviter au mouvement par la dynamique observable depuis le centre de chacune des figures. Une 3e figure peut aussi se dessiner, celle du pentagone, un polygone à 5 côtés qui n'est pas sans rappeler l'étoile à 5 branches. Cette esquisse réalisée sur la base du traité de l'architecte romain, nommé Vitruve, écrit au 1er siècle avant notre ère, peut alors laisser penser
qu'il s'agit ici de construire nos structures intérieures, permettant l'intégration de nos dualités vers une élévation plus spirituelle de l'être. Tout se passe donc à l'intérieur. De surcroît, cette esquisse, tout comme le tableau vu précédemment, sont tous deux élaborés selon les proportions divines, c'est-à-dire qui est repris le nombre d'or. D'ailleurs, de ces proportions, Vitruve disait « Il y a de la petite partie à la grande le même rapport que de la grande au tout ». Voilà qui semble vouloir confirmer cette quête d'élévation. Le nombre d'or nous parle de la création et du vivant dans des valeurs d'équilibre et d'harmonie. Il entretient un lien particulier avec le chiffre 5, nous rappelant encore le pentagone et l'étoile. Il peut s'exprimer en nombre décimal, 1,618 pour ne citer que les 3 premières décimales, ou encore dans des représentations géométriques, angulaires et en spirale. Cette spirale, observable dans bon nombre de végétaux, l'humain et le cosmos, est mise en évidence par la suite dite de Fibonacci, dont la découverte revient pourtant à Pingala, un mathématicien indien d'avant Jésus-Christ, dans son ouvrage en sanskrit Chanda Shastra, l'art de la prosodie. Prosodia, venant du grec ancien, signifie chant pour accompagner la lyre avec des variations de hauteur de la voix. Et oui, le nombre d'or nous parle aussi de sons, de chants, de musique, tout autant que de lumière dont la diffraction nous offre de percevoir les couleurs. Alors, en parlant de lumière et de couleurs, de notre point de vue humain, considérant la structure de nos yeux, la couleur jaune a la particularité d'être une couleur amenant tant vers l'obscurité que la luminosité. Ainsi, rencontrer notre soleil noir pourrait signifier rencontrer notre intérieur, rencontrer l'obscurité dans nos profondeurs, c'est-à-dire ce qui n'a pas encore été porté à notre conscience, ce qui n'a pas encore été mis en lumière, nos ombres et nos trésors. 13 ors, pouvant évoquer 3 ors, ou peut-être entendras-tu 13 ors. Cela semble nous ramener à la Lune, aux rencontres Soleil-Lune, l'un, Lune, peut-être aussi à une façon de connaître les étoiles. D'ailleurs, le nombre d'or ne le serait-il pas aussi? On pourrait développer ou creuser encore, car tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. N'est-ce pas ce que nous révèle Hermès Trismégiste, le 3 fois grand? Et alors, peut-être me dirais-tu que tout cela n'a plus vraiment à voir avec l'amour? Eh bien, détrompe-toi, cela a tout à voir au contraire, il me semble. Car déjà à Delphes, dans la Grèce antique, on pouvait lire l'oracle que se connaître soi-même, c'est aussi la possibilité de connaître l'univers et les dieux. En d'autres termes, naître à l'amour de soi, c'est une invitation à lever les voiles, à s'unir à son âme, à saisir la vérité de l'esprit qui offre de se relier en amour. Dans cette quête, le symbole sous-tend notre réalité, car en parlant de notre imaginaire, il marque effectivement la façon dont notre inconscient se révèle à nous. D'un point de vue collectif, le symbole est un langage qui est né de l'observation de la nature et qui s'est déployé dans son expression la plus haute par la beauté, notamment à travers l'art. L'écueil face au symbole serait de rester confiné à la lecture que l'on a voulu nous montrer à un moment donné. La tradition est riche de sens. Cependant, il semble nécessaire de comprendre qu'elle répond à un besoin temporel et que de ce fait, cela implique dans l'approche de la tradition d'intégrer la notion de discernement afin de la faire évoluer en conservant ce qu'elle a de meilleur pour le temps présent. Alors, élargissons nos horizons, levons les voiles, offrons-nous ces temps de contemplation du vivant, ces temps hors du temps, si inspirants. Embrassons la rose, ressentons son parfum délicat, mettons-nous à l'écoute,
de la vibration qui s'éveille au cœur de nos cellules, jusqu'à vibrer de tout notre être. Il y a de l'amour dans l'air.